Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser ensemble un épisode absolument stupéfiant de la géopolitique moderne. Imaginez un navire-citerne naviguant dans l'immensité de l'Atlantique, poursuivi sans relâche par les autorités maritimes américaines. Une confrontation majeure semble inéluctable, et pourtant, un retournement de situation va complètement déstabiliser les stratèges de Washington. C'est effectivement un cas d'étude remarquable. Ce qui rend cette affaire particulièrement captivante, c'est qu'elle illustre parfaitement comment l'intelligence stratégique peut neutraliser la puissance militaire brute. Nos recherches montrent que cette confrontation implique plusieurs acteurs majeurs, les États-Unis bien sûr, mais aussi le Venezuela, l'Iran et un joueur qui va bouleverser toute la partie, la Russie. Et l'enjeu dépasse largement une simple cargaison d'hydrocarbures, n'est-ce pas? Absolument. Ce qui se joue ici, c'est la crédibilité de la domination navale américaine et, plus largement, l'efficacité de leur stratégie de sanctions économiques qui constitue leur principal levier de pression internationale. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Analysons ensemble cette manœuvre navale et juridique qui a réussi l'exploit de mettre en échec une superpuissance mondiale grâce à un simple changement d'immatriculation en haute mer. L'histoire débute le 20 et 1 décembre. Les gardes-côtes américains lancent une opération de poursuite contre un pétrolier baptisé Le Bon. Première question essentielle, pourquoi cibler précisément ce navire? Qu'est-ce qui justifie une telle mobilisation? Le ban figurait depuis longtemps sur les listes de surveillance américaines. Ce tanker était fortement suspecté d'appartenir à ce qu'on désigne dans le milieu comme la flotte fantôme, un réseau clandestin de navires qui achemine des hydrocarbures en contournant délibérément les embargos internationaux. Dans cette situation particulière, il s'agissait de pétrole en provenance du Venezuela et d'Iran. Pour l'administration Trump qui était alors au pouvoir, c'était donc une opportunité en or. Exactement. Plus qu'une simple saisie, il s'agissait d'une opération à forte charge symbolique. L'objectif n'était pas tant de confisquer la marchandise que d'établir un précédent dissuasif. Envoyer un signal en quelque sorte. Précisément, le message que Washington voulait faire passer était sans ambiguïté. Nous exerçons un contrôle absolu sur les routes maritimes internationales et nos sanctions ne sont pas sujettes à négociation. Intercepter le bon dont la cargaison était qualifiée par les Américains de financement d'activités terroristes aurait représenté une victoire à la fois médiatique et géostratégique de premier ordre. Seulement voilà, les choses ne se déroulent pas du tout selon le scénario prévu par le Pentagone. Le Bon refuse catégoriquement de stopper sa progression. C'est là que commence le véritable bras de fer. Il faut bien mesurer l'audace extraordinaire d'une telle décision. Un navire marchand civil qui décide de défier ouvertement une injonction militaire émise par la première puissance mondiale en plein océan. C'est déjà un acte d'une témérité inouïe. Et cela place immédiatement Washington dans une situation extrêmement délicate, je suppose. C'est un dilemme stratégique majeur. Prendre le navire de force, c'est courir le risque d'un incident international aux conséquences diplomatiques potentiellement désastreuses. Résultat, les États-Unis se retrouvent dans une posture pour le moins paradoxale. Ils sont contraints de maintenir une surveillance continue du navire. La poursuite active se transforme en une sorte de filature forcée qui va se prolonger pendant près de 2 semaines. 2 semaines entières, c'est considérable pour ce type d'opération. On peut imaginer la pression psychologique à bord des deux navires, mais aussi l'embarras croissant du côté américain. Tu as raison de souligner cet aspect. La flotte navale la plus redoutable du globe, incapable de contraindre un seul pétrolier à obtempérer. Les observateurs internationaux notent qu'il s'agit d'un camouflet initial significatif. Le monde entier assiste en direct à ce spectacle inédit, une hyperpuissance tenue en échec par un simple commandant de bord qui refuse obstinément de couper ses machines. Chaque journée qui s'écoule accentue le caractère embarrassant de la situation pour les autorités américaines. Et c'est à ce moment précis, alors que la tension est à son paroxysme, que l'équipage du Baon joue sa carte maîtresse. C'est le tournant décisif de toute l'histoire. Le coup de maître absolu. En pleine course-poursuite sans préavis, l'équipage procède au hissage du pavillon tricolore de la Fédération de Russie. Simultanément, ils annoncent via les canaux radio officiels que le navire relève désormais de la juridiction maritime russe. Instantanément, toutes les règles du jeu sont bouleversées. Attendez, est-ce vraiment aussi simple? Un navire peut légalement changer sa nationalité d'immatriculation comme ça, en pleine mer, au beau milieu d'une opération de poursuite. Ça me semble presque trop facile pour être légal. Ta question touche le cœur même de cette affaire et révèle toute la sophistication de la stratégie orchestrée par Moscou. En temps normal, effectivement, un changement de pavillon constitue une démarche administrative complexe
qui nécessitent du temps et diverses procédures. Mais ce qui est absolument remarquable dans ce cas précis, c'est la rapidité d'exécution fulgurante. L'opération a été réalisée de manière quasi instantanée. Ce qui signifie que tout avait été méticuleusement planifié en amont. C'est l'hypothèse la plus crédible. À l'instant précis où le drapeau russe est tissé au mat, Moscou publie une déclaration officielle. Le navire est immédiatement intégré au registre maritime national russe. Il est même rebaptisé sur le champ. Il devient le Marinera. Donc nous ne sommes pas face à une improvisation de l'équipage, mais bel et bien devant une opération synchronisée avec le Kremlin. Absolument, on pourrait qualifier cette manœuvre de weaponisation de la bureaucratie maritime. La Russie a réussi à convertir un processus administratif habituellement long et fastidieux en un instrument tactique d'une efficacité redoutable. Le bon se métamorphose en quelques minutes en marinera, devenant de facto un actif souverain de la Fédération de Russie. Et d'un point de vue juridique, cela change radicalement la donne. Complètement. Un navire battant pavillon d'un État constitue, en droit international, une extension flottante du territoire national de cet État. Pour les gardes-côtes américains qui sont sur zone, la situation devient juridiquement inextricable. S'en prendre au marinera, ce n'est plus à raisonner un présumé contrebandier, c'est potentiellement commettre un acte d'agression contre la Russie elle-même. C'est exactement ce point qui bloque tout. Le droit maritime international est parfaitement explicite sur ce principe. Tout navire arborant le pavillon d'une nation bénéficie automatiquement de la protection diplomatique et légale de cette nation. Toute action coercitive à son encontre équivaut à une action hostile dirigée contre le pays lui-même. Des sources d'analyse citent même le New York Times qui évoque des obstacles légaux de nature sérieuse. En termes clairs, si Washington a un contentieux, il doit désormais négocier directement avec le Kremlin. C'est fascinant quand on y réfléchit. C'est exactement comme si quelqu'un brandissait soudainement une carte d'immunité diplomatique pour échapper à une interpellation. La puissance militaire se trouve totalement neutralisée par une manœuvre de nature administrative. L'analogie est parfaite. Une opération de poursuite militaire stoppée net par un simple acte bureaucratique. Et le plus stupéfiant dans toute cette affaire, c'est que la Russie n'a déployé aucun moyen militaire, pas un seul navire de guerre, pas un avion de combat, strictement rien. Un banal enregistrement informatique dans une base de données à Moscou a suffi à bloquer complètement les opérations de la marine américaine en plein Atlantique. Comment les analyses que nous avons consultées décrivent-elles l'issue de cette confrontation? J'imagine que les termes employés ne sont pas particulièrement flatteurs pour Washington. Le qualificatif qui revient de manière récurrente, c'est celui d'humiliation. Une humiliation profonde et publique. Certaines sources utilisent même une expression imagée qui traduit parfaitement l'idée d'avoir été dépouillé de sa puissance, laissé complètement démuni et impuissant. L'image est effectivement percutante. Voir la marine militaire la plus imposante au monde contrainte de faire demi-tour face à un simple pétrolier, non pas à cause d'une supériorité de force, mais en raison d'une formalité juridique. C'est perçu dans les milieux spécialisés comme un revers stratégique de grande ampleur. Mais cet événement, aussi spectaculaire soit-il, ne surgit pas du néant. Il s'inscrit dans une stratégie russe beaucoup plus vaste et cohérente, n'est-ce pas? Tu as mentionné tout à l'heure cette fameuse flotte fantôme. Effectivement. Un ancien responsable de haut niveau du département du Trésor américain, cité dans nos analyses, explique que cet incident représente la manifestation la plus éclatante et visible d'une stratégie délibérée de Moscou visant à se positionner comme le protecteur officiel de cette flotte clandestine. Concrètement, cette flotte de l'ombre, on parle de quelle dimension? Combien de navires sont concernés? Et surtout, est-ce que cela rend le système de sanctions américain totalement inopérant? C'est la question centrale. Les estimations font état de plusieurs centaines de pétroliers vieillissants. La plupart du temps, ces navires naviguent en désactivant délibérément leur système de géolocalisation pour échapper à la surveillance. Cette infrastructure parallèle permet à des États comme l'Iran, le Venezuela et désormais la Russie elle-même de maintenir leurs exportations pétrolières malgré les embargos. Cela ne rend pas les sanctions totalement caduques, mais cela crée indéniablement une économie souterraine de très grande envergure qui en limite fortement l'impact. Et quels bénéfices la Russie tire-t-elle de ce rôle de protecteur d'une flotte aussi opaque? Les avantages sont multiples. Premièrement, c'est un instrument d'influence géopolitique dont le coût de mise en œuvre reste relativement modeste. En proposant son pavillon et sa protection juridique, Moscou se positionne comme une alternative crédible à la domination américaine sur les échanges maritimes.
C'est également un message politique extrêmement puissant. Un message adressé à qui principalement? Essentiellement à ce qu'on appelle le Sud global, cet ensemble de nations émergentes situées en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui manifestent souvent un profond scepticisme, voire une franche hostilité envers les politiques de sanctions occidentales. Le discours implicite de Moscou est limpide. L'architecture mondiale sous hégémonie américaine n'est pas une fatalité incontournable. Nous pouvons vous proposer une voie alternative. C'est une offre de services géostratégiques. Et Moscou n'a pas manqué de marteler ce message immédiatement après pour s'assurer qu'il soit bien entendu par tous les acteurs concernés. Absolument. La Russie ne s'est pas contentée d'un enregistrement discret du navire. Elle a immédiatement diffusé une communication officielle exigeant que les États-Unis cessent immédiatement toute forme de poursuite contre le Marinera, désormais navire battant pavillon russe. C'était une façon de rendre la confrontation totalement publique, de contraindre Washington à reculer sous les regards de la communauté internationale. Ce qui nous amène naturellement à la question cruciale, comment Washington a-t-il réagi face à cette situation avec le monde entier qui observe? Quelle a été la position officielle de la Maison-Blanche? Le silence, un silence éloquent et pesant. Apparemment, l'administration de l'époque a été prise complètement au dépourvu. Il n'existait aucune réponse satisfaisante à cette impasse. Contester juridiquement la légalité du changement de pavillon risquait de déclencher une crise diplomatique majeure avec Moscou. Accepter passivement la situation revenait à reconnaître publiquement la défaite. Résultat, ils ont opté pour l'absence totale de réaction officielle. Et le Marinera a donc pu poursuivre tranquillement sa route. Exactement. Il a repris sa navigation vers le nord sans aucune entrave. C'est une victoire totale pour Moscou, obtenue sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré. C'est vraiment cet aspect qui est le plus frappant dans toute cette affaire. Oui, les analyses qualifient cette opération de partie d'échec magistral. Ce qui est vertigineux, c'est l'asymétrie totale des moyens employés. D'un côté, l'appareil militaire le plus sophistiqué de la planète avec ses navires, ses satellites de surveillance. De l'autre, une simple astuce exploitant les subtilités du droit maritime international. Cela soulève des questions fondamentales sur la nature même du pouvoir au XXIe siècle. La supériorité militaire ne garantit plus automatiquement la victoire stratégique. Et les documents d'analyse vont même plus loin. Ils suggèrent que cet incident s'inscrit dans un contexte de tension plus large, que ce n'est pas simplement une affaire isolée de contrebande pétrolière. C'est une interprétation tout à fait défendable. En empêchant la confiscation de cette cargaison, la Russie ne rend pas seulement un service à des États alliés, elle intervient directement et de manière très concrète dans l'affrontement entre Washington et les régimes qu'elle cherche à isoler économiquement. C'est un acte de soutien tangible à des gouvernements que les États-Unis tentent de marginaliser sur la scène internationale. Donc si nous devions établir un bilan de cet épisode remarquable, une course-poursuite qui se transforme en fiasco, un changement de pavillon théâtral, une parade juridique qui paralyse une superpuissance et la confirmation d'une stratégie russe de long terme parfaitement cohérente. Le scénario est effectivement d'une densité exceptionnelle. C'est une démonstration spectaculaire de la capacité russe à défier frontalement l'autorité américaine sur les océans. Mais au-delà, c'est une remise en question directe de l'efficacité de l'arme économique privilégiée par Washington. Cela démontre que les affrontements géopolitiques se déplacent vers des terrains nouveaux, plus subtils, plus ambigus, où la force brute compte moins que l'intelligence tactique. Et cela nous laisse avec une réflexion finale, une interrogation qui demeure ouverte. Nous avons assisté à la transformation du droit maritime en instrument de guerre, à une époque où les sanctions économiques deviennent l'outil de coercition privilégié des grandes puissances. Allons-nous voir se multiplier ces affrontements par procuration de nature légale et administrative? Les registres d'immatriculation maritime, les subtilités du droit commercial international sont-ils en train de devenir les nouveaux théâtres d'opération de la confrontation géopolitique mondiale? Une question qui mérite effectivement réflexion et qui montre que la géopolitique moderne ne se joue plus seulement sur les champs de bataille traditionnels, mais aussi dans les arcanes du droit international. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles analyses.